Bienvenue à nos invités, bienvenue à tous et à toutes. Merci aux bénévoles de l'association Rencontre et Dialogue d'avoir organisé cette soirée, en particulier notre assistante Joër et puis tous les bénévoles de l'association qui sont là pour nous donner un coup de main. Sans eux, tout ça n'est pas possible. Donc merci aux militants et aux bénévoles de l'association d'abord. Merci à la ville de Roubaix, aux techniciens qui sont là. Merci à Pierre Dubois, maire de la ville, de nous avoir mis à disposition la salle. Je rappelle que nous sommes en direct sur les ondes de Pastel FM 99.4. Farouk, fidèle au poste. On remercie le président de Pastel FM qui doit être dans la salle, Monsieur Tir. Merci aux associations qui ont souhaité tenir un stand, d'être venus, en particulier le lycée Averroès, le MRAP, les éditions Tesnim, enfin tous les assos qui ont pu venir tenir leur stand. Merci à l'association A-Énergie, les jeunes de l'association Nouveau Regard sur la jeunesse, qui sont là pour un autofinancement, d'avoir assuré la vente des boissons et des sandwichs. C'est important. Islam et médias. Quel traitement, quelle responsabilité? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste, en quelques minutes, je ne vais pas être très long, vous rappeler les principaux objectifs de l'association Rencontre et Dialogue, qui fête ses 17 ans déjà. L'association Rencontre et Dialogue a été créée en septembre 1995 par Rachid Sari, qui doit être présent dans la salle. On le salue. Et on avait 3 axes. La principale action était la solidarité. On a commencé par organiser un repas solidaire pendant toute la période hivernale et pendant toutes les périodes d'hiver, tous les samedis de décembre, janvier, février et mars, nous organisons des repas en direction des plus démunis, que ce soit dans les foyers de personnes âgées isolées ou en direction des gens qui sont en grande précarité. C'est un des axes fondamentaux de l'association, la solidarité. On a aussi, pendant les fêtes de l'Aïd, collecté 500 à 600 kilos de viande de l'Aïd qu'on a redistribué lorsqu'on fait nos repas de solidarité en direction des migrants à Calais. Donc s'il y a des bénévoles dans la salle, vous êtes les bienvenus. On est toujours demandeurs de bras et de participation pour ces actions de solidarité. Une émission radio, habituellement le vendredi de 20h à 22h, l'émission La Prophétie. Aïssa qui est fidèle au poste avec Abdelkader, Farid et toute l'équipe. Donc là, je remercie aussi Farouk parce qu'on est en direct pour les auditeurs qui ne peuvent pas se déplacer, en particulier ceux qui sont privés de liberté, ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'à nous ce soir. Donc tous les vendredis de 20h à 22h depuis plus de 15 ans aussi. Et une série, un cycle de conférences que nous organisons régulièrement. Pour mémoire, en 2012, nous avons organisé 3 grands événements. Un autour des médias, qui a réuni plus de 250 personnes au cinéma Le Duplex. Nous avons projeté le film de Gilles Balbastre. Je ne sais pas, Gilles, s'il doit être dans la salle. Et j'espère qu'il a pu venir avec ses DVD. Je vous conseille vivement de regarder ce film documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui fait référence à Paul Nizan, qui est un philosophe de référence, et aux Nouveaux Chiens de Garde de Serge Halimi du Monde diplomatique. C'est un film qui met en exergue, si je peux dire, le lien entre le pouvoir politique, le pouvoir médiatique et le pouvoir économique. Quand vous aurez regardé ce film documentaire, vous ne regarderez plus la télé, vous n'écouterez plus la radio, vous ne lirez plus les journaux de la même manière. Je vous conseille vivement de regarder ce documentaire et même de le diffuser, de l'acheter, parce que c'est aussi un travail de militant. Qui a été nominé par les Césars, me dit Julien, et Julien a participé de près, de loin et dedans à cet excellent documentaire. Donc ça, c'était au cinéma, et nous avons eu le plaisir de recevoir aussi Jean Bobéro, qui a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle « La laïcité falsifiée ». On l'a reçu à la médiathèque de Roubaix, et il nous a exposé son bouquin, que je vous conseille aussi vivement. Jean Bobéro est professeur de philosophie et chaire de la laïcité à la Sorbonne. C'est une référence intellectuelle majeure. Et on s'inscrit complètement dans la lecture de la laïcité, de la liberté de croire ou de ne pas croire, d'exercer, de ne pas exercer, dans l'école de pensée de Jean Bobéro.
Et en fin d'année, on a souhaité revenir sur les 50 ans d'indépendance de la guerre d'Algérie avec un historien et un ancien vice-président de la Ligue des droits de l'homme, en l'occurrence Gilles Manceron, qui a fait un travail sur octobre 61, qui a fait un travail sur les deux rives de la Méditerranée, sur cette histoire commune et ce passage des 50 ans après l'indépendance. Donc voilà, c'est pour dire la diversité des conférences, des sujets que nous souhaitons organiser. Donc je vous disais, en tant que citoyen, nous sommes une association loi 1901. Notre participation, notre contribution à notre société, elle celle-ci en tant que militant. C'est une association qui œuvre autour de valeurs communes, des valeurs de citoyenneté, comme je vous disais, de solidarité, de justice, de générosité, de partage, d'égalité. Nous sommes des acteurs dans nos quartiers, dans notre ville, dans notre région, dans notre pays. Et à ceux qui prétendent que les Français de confession musulmane sont mal accueillis en France, je répondrai tout simplement que nous sommes ici chez nous. Nous sommes ni invités ni accueillis. Nous sommes les enfants de la nation. Nous sommes aussi les enfants de la nation. Nous sommes entrés dans le récit historique, que vous le vouliez ou non. Nous sommes les sujets de notre histoire et nous ne voulons surtout pas être les objets de la perception des autres. Dixit, une des références intellectuelles majeures pour les Français de confession musulmane qui ont grandi aux côtés de la réflexion et des écrits de Tariq Ramadan, ici présent. Nous sommes libres et responsables de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Nous abordons différents sujets, comme je vous l'ai précisé il y a quelques instants. Et ce soir, si on a voulu aborder la question des médias, c'est suite à une défection malheureuse. Dans un premier temps, il était question que nous abordions la question du sens des textes à la lumière du contexte. Tariq était prévu avec Jean-Luc Brunin, un vieux compagnon de route, une référence morale pour beaucoup de Roubaisiens et pour beaucoup de Français de confession catholique, mais aussi pour beaucoup de jeunes musulmans dans cette ville qui ont grandi auprès de Jean-Luc. Nous, on appelait la jeunesse ouvrière croyante, parce qu'il y avait beaucoup plus de musulmans que de chrétiens, donc on disait à Jean-Luc, c'est la jeunesse ouvrière croyante. C'est ce prêtre ouvrier qui a grandi dans les quartiers de Roubaix, qui est roubaisien, qui est devenu évêque, qui a été, entre guillemets, comme je le dis, je lui ai dit et je le dis ici, expulsé en Corse. Il est revenu, il est au Havre, il est évêque du Havre, et on aurait voulu avoir Jean-Luc pour aborder cette question du sens, du texte et du contexte. Ça n'a pas été possible. On aurait aussi voulu avoir d'autres invités qui n'ont pas pu répondre à l'invitation, malheureusement. On s'était rabattu sur Edgar Morin, qui est malheureusement à l'étranger. On était aussi parti pour avoir Edoui Plenel, qui s'est engagé à venir et qui nous a envoyé un mail en s'excusant et qui sera parmi nous dès qu'on pourra. Rokhaya Diallo, chroniqueuse radio et télé qui devait être avec nous et qui est très en pointe sur ces questions de médias. Et enfin Raphaël Logier qui est ce soir avec Edoui Plenel en direct sur Mediapart sur la question du mythe de l'islamisation en France. C'est le dernier ouvrage de Raphaël Logier. Donc tous ces gens-là, on a essayé de les avoir, on ne les a malheureusement pas eus. Donc Julien Salingue, enseignant, chercheur en sciences politiques et militant à 16 heures, a fait le plaisir de répondre très rapidement à l'invitation. Je le remercie. Et suite à ça est née une petite polémique. Et monsieur le maire, Pierre Dubois, m'a appelé en me demandant, en me proposant la présence de Pascal Dame, qui est ici à ma droite, qui est président de l'association Roubaix Espérance, mais qui s'exprimera en tant que citoyen roubaisien et prêtre à 16 heures. Donc on a accepté sans trop discuter la présence que nous proposait Pierre Dubois. Ça ne posait pas de problème. Et on s'est dit qu'on allait rester quand même dans le sujet.
pour clôturer, 2012 a été une année particulière sur la question du traitement de l'islam en France. Une année hyper médiatique. En quelques mots, tout le monde mangeait halal à l'insu de son plein gré, lancé par Marine Le Pen en pleine campagne présidentielle. L'affaire des caricatures, le pseudo-film sur le prophète qui a fait couler beaucoup d'encre, l'affaire Mera, les petits pains au chocolat imaginaires de Jean-François Copé. Enfin, toutes ces questions ont fait que cette année, on a beaucoup trop parlé de l'islam et des musulmans, et principalement pour leur taper dessus, d'un point de vue médiatique, mais aussi d'un point de vue politique, parce que c'est devenu pour beaucoup un fonds de commerce. Nous sommes pour la critique des médias, quels qu'ils soient, en tant que citoyens. Leur rôle, leur impact pèse sur le conscient et l'inconscient des citoyens que nous sommes. Et pour terminer sur la référence sur un intellectuel italien qui s'appelle Gramsci, qui parlait du pessimisme de l'analyse, et on peut adopter ça aux médias. Pessimisme de l'analyse, mais optimisme dans l'action. Voilà. Sans plus tarder, je vais, dans un ordre de ma gauche en allant sur la droite, donner la parole à nos invités, en vous remerciant d'avoir été patients. Pascal, à toi l'honneur. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à chacun. Donc, je suis Pascal Dame, j'habite Roubaix et je vais parler en mon nom personnel, en tant que citoyen roubaisien, en tant que prêtre à la paroisse Charles de Foucault, dans les quartiers nord de Roubaix, et en tant qu'au service de l'interreligieux pour le diocèse de Lille, notamment envers les musulmans et envers les bouddhistes. Donc j'interviens en mon nom personnel et pas en tant que présidente de Roubaix Espérance. L'association Roubaix Espérance a une visée laïque et citoyenne et existe depuis 1998 et regroupe des associations philosophiques, cultuelles et culturelles. Et on s'est réunis hier. Et cette association a pour but de prendre en compte positivement la pluralité des religions et des pensées humanistes afin de favoriser le vivre ensemble à Roubaix par des propositions de rencontres et des actions de solidarité, de faire connaître la laïcité comme le cadre permettant de gérer cette pluralité religieuse et humaniste, ainsi que la liberté de conscience dans le respect du bien commun et de la personne humaine, de promouvoir le développement, la citoyenneté par une meilleure information et une meilleure connaissance mutuelle. Nous nous sommes réunis hier soir et nous avons décidé de ne pas participer en tant qu'association, chacun étant libre de venir individuellement. Voilà, on a décidé de mettre ce communiqué suite au fait qu'on avait imprimé dans les journaux que Roubaix Espérance était une association œcuménique. Ce n'est pas une association œcuménique, c'est une association à visée citoyenne et laïque. Voilà. Donc je suis à Roubaix depuis 6 ans maintenant, c'est ma 6e année. J'ai tout de suite été impressionné par le tissu relationnel et le tissu associatif sur Roubaix. Et la simplicité que j'ai pu entretenir avec aussi bien des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes et des personnes ayant d'autres convictions. Nous vivons dans un monde interculturel, interreligieux. Et on peut se poser plusieurs questions. Quelle société voulons-nous? Quel sens donnons-nous à nos rencontres? Qu'est-ce que le dialogue? Alors, un essai de définition du dialogue, c'est écouter l'autre dans ce qu'il a à dire et l'écouter pour ce qu'il est.
et le respecter. Et le dialogue ne se réduit pas au consensus. Nous avons le droit d'avoir des avis, des opinions différentes. Ça, c'est très important. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit de respecter l'autre en tant que tel, en tant que personne. Toute personne porte une dignité. Et nous sommes invités justement à lutter ensemble contre les injustices par des actions solidaires. Et nous savons bien que les injustices sont nombreuses, de toutes sortes. À Roubaix, par exemple, lorsque le dépôt du Secours populaire a brûlé fin décembre 2010, je pense, de mémoire, dans la nuit du lundi au mardi, eh bien, les différentes associations et différentes confessions se sont réunies pour voir un petit peu ce que nous pouvions faire. Et il y a eu un apport financier, justement, pour les familles qui avaient besoin, justement, de ces plaquettes alimentaires qui avaient brûlé. Un autre exemple également que je tiens à citer, en tant que prêtre, j'ai accompagné une maman qui avait perdu son enfant dans un incendie, son enfant décédé à 1 an et demi. Donc l'église était comble et il y avait une vingtaine ou une trentaine de musulmanes et de musulmans dans l'église. J'ai accompagné la famille au cimetière, si vous voulez, et j'ai vu une dizaine ou une quinzaine de femmes musulmanes priant avec le Coran. Et des chrétiens, musulmans, et puis également, j'ai vu également quelques bouddhistes et quelques humanistes, des personnes ayant d'autres convictions, qui ont aidé justement ces personnes. Et vous voyez, nous avons tous une responsabilité dans le vivre ensemble. On parle des médias. Il est évident que les médias doivent également être présents dans ces circonstances. Il y a peu de temps, j'ai assisté au 1er et 2 décembre à un forum réunissant des chrétiens et des musulmans sur les tentations extrémistes. Et il y a plusieurs musulmans qui ont dit « Nous sommes au service de l'humanité, nous sommes au service de la vérité, au service de l'humanité. Nous devons construire ensemble un monde, si vous voulez, plus humain. » Et c'est ça qui est vraiment important et il est vraiment urgent de construire un monde plus humain. Et nous étions d'accord et les médias en ont parlé, mais peut-être pas suffisamment, si vous voulez. Et on a vraiment vécu un moment de fraternité où, encore une fois, nous avions des visions différentes, bien sûr, des choses, mais on arrivait à se parler. Quel est le rôle des médias? Le rôle des médias, alors il faut savoir, et vous le savez bien sûr, que les médias, c'est très complexe. Il y a plusieurs supports, il y a plusieurs manières, si vous voulez, de relater l'actualité. Les médias ont pour rôle d'informer en étant le plus objectif possible. Bien sûr, il faut se rendre compte qu'il y a toujours une part subjective. Et cette part subjective, elle est dans le fait que nous sommes tous marqués par une tradition, par une transmission, par un milieu. Mais il s'agit d'être honnête, d'être le plus honnête possible. Le journaliste participe au vivre ensemble, dans le vivre ensemble, quand il écoute sa conscience. Et la question qu'il doit se poser lorsqu'il écrit, lorsqu'il relate, est-ce qu'il écrit avec honnêteté? Je ne suis pas en train de juger, ce sont simplement des questions. Est-ce qu'il écrit avec honnêteté? Est-ce qu'il suscite la connaissance de l'autre? Ou bien est-ce qu'il renforce les divisions? Ce qui me frappe souvent, c'est qu'on réduit
trop souvent, une personne a une étiquette. Nous ne sommes pas que chrétiens, que musulmans, que bouddhistes, que philosophes, que laïcs. Moi, personnellement, je suis prêtre et je suis également laïque, dans le sens où j'adhère aux valeurs de la laïcité. Ça, c'est très important. Mais bien comprendre qu'une personne est très riche. J'ai pu, pendant 2 ans, suivre une formation à l'Institut catholique de Paris sur l'islam, sur les fondamentaux de l'islam. Et j'ai pu constater la richesse de l'islam en sachant que, évidemment, je ne possède pas tout. Loin de là, j'aime souvent employer un proverbe malien qui dit ceci: si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. C'est-à-dire que nous sommes invités justement à aller de découverte en découverte. Je l'ai dit à un journaliste, c'était relaté dans le journal, la vedette, c'est nous tous. La vedette, c'est nous tous dans un dialogue constructif et en vérité, en étant honnête. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que nous pensions tous de la même manière, c'est pas ça du tout. Quel intérêt? Le dialogue n'est pas l'uniformité. Le dialogue, c'est dire ce que l'on pense, justement en étant le plus honnête possible et en s'enrichissant de nos diversités. Voilà, en tout cas pour moi, le sens du dialogue. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci Pascal. Donner tout de suite la parole à Julien. On s'excuse d'abord parce qu'on aurait dû avoir un grand écran et qu'on a eu une mal-donne. Donc, Julien, à toi l'honneur. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus, aussi nombreux, dis donc. Merci aux médias. Oui, merci à ceux qui ont fait de la publicité involontaire à l'événement, mais ça se passe souvent comme ça. Non, je voudrais commencer en disant, cet après-midi, j'intervenais à un colloque au Sénat, au Palais du Luxembourg, qui était consacré à la vallée du Jourdain. Donc je ne vais pas vous parler de la vallée du Jourdain. Et j'intervenais sur le développement économique palestinien. Et en sortant du colloque, j'ai dit aux gens où j'allais ce soir et avec qui j'allais parler. Et j'ai vu des regards assez méfiants, assez surpris, etc. Des gens me disant, dis donc, tu fais le grand écart. Donc c'était le grand écart d'intervenir à un colloque au Sénat et de venir à cette réunion publique ce soir. Et moi j'ai expliqué que non, c'est pas le grand écart. C'est-à-dire que ma présence en tant qu'universitaire, chercheur, elle est tout autant dans un colloque organisé au Sénat sur une question assez lointaine, somme toute, que dans une réunion de ce type-là, où on parle d'une question qui concerne directement la société française et qui concerne toute la société française, musulmans ou pas musulmans, croyants ou pas croyants. Moi, je suis ni musulman, ni chrétien, ni prêtre. Je suis plutôt marxiste à mes heures, souvent. Mais j'estime que ma place est ici, parce que c'est le rôle, entre autres, des gens qui essaient de chercher, d'apporter un travail d'analyse sur des questions qui font débat dans la société. Sinon, la recherche, ça sert à rien. Si c'est pour rester entre nous, ça n'a aucun intérêt. Moi, mon objectif, c'est plutôt de partager et d'essayer de faire qu'on avance ensemble, y compris dans le dialogue. Donc, pour revenir à la thématique de ce soir, l'islam dans les médias en France, au moment où la réunion a été organisée, décidée, etc., on ne savait pas que cette semaine, Le Point allait faire une je ne sais pas si vous l'avez vu, sobrement titrée « Mali, nos ennemis islamistes ». J'y reviendrai tout à l'heure.
ni que Le Monde allait sortir un sondage qui est sorti hier, dans lequel on apprend que, entre autres, 74% des Français jugent l'islam incompatible avec les valeurs de la société française. Je prends ces deux exemples-là parce qu'ils sont très récents et parce qu'en réalité, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est de ce type de pratique qu'on trouve dans les médias. D'abord, l'utilisation des sondages, qui est assez symptomatique du traitement de l'islam dans les médias, et également de ces hebdomadaires, donc j'ai choisi de me cibler sur les hebdomadaires, qui croient qu'ils font un travail d'information en agitant des peurs, en agitant la haine, et en ne donnant pas aux gens les éléments pour comprendre, pour réfléchir et pour avancer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 mois, il y a eu Le Point, déjà, qui a fait une une qui était intitulée « Cet islam sans gêne ». Voilà. Et là, il y a eu un petit débat dans le milieu médiatique, disant oh, ça va un peu loin là quand même, hein, cet islam sans gêne, parce que là, il y a une stigmatisation de l'islam en tant que religion et des musulmans en tant que communauté. Donc là, Le Point va un peu loin. Le problème, c'est que c'était pas une première, que ça a été suivi d'autres, une de ce type-là, puisque 2 semaines après, l'Express, qui en général court après Le Point, quand c'est pas Le Point qui court après l'Express, l'Express faisait une, donc celle-ci était titrée « Le vrai coût de l'immigration en France », et en photo, pour illustrer la une, on voyait une femme avec un niqab qui rentrait dans une caisse d'allocation familiale. Donc, je ne sais pas si vous avez compris le message, mais le message est quand même assez clair. Donc c'était pas précisé si la CAF en question était la CAF de Kaboul, mais en tout cas, c'était ça qui faisait la une de l'Express. Et le problème, c'est que les débats qui ont eu lieu au moment de cette une, cet islam sans gêne, on a eu l'impression que les gens découvraient, dans le milieu médiatique, qu'il y avait un souci avec le traitement de l'islam. Alors qu'en fait, en réalité, ça remonte à assez longtemps. Ça fait assez longtemps que ça dure, et je vais essayer de vous expliquer, globalement, comment on assiste depuis plusieurs années en France à ce qu'on appelle en sociologie la construction d'un problème public. C'est-à-dire comment l'islam a été transformé d'un fait social classique en un problème public. C'est-à-dire comment on en est arrivé à cette idée que l'islam fait problème. Et pour ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait spontanément, et je vais vous parler de cette construction et notamment de 2 de ses moyens. Le premier de ces moyens, c'est les sondages d'opinion, qui sont publiés de manière assez récurrente, et donc le dernier en date, Le Monde d'hier, qui semble démontrer que l'islam fait problème. La preuve, les gens le disent. Voilà, ça paraît évident. En fait, quand on y regarde de plus près, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et deuxième élément dont je vais vous parler, c'est ces fameux dossiers d'enquête dans les hebdos, qui, en prétendant expliquer, en réalité agissent sur les consciences, sur les inconscients, et contribuent largement à diffuser cette idée que l'islam est par définition problématique. Et pour illustrer ça, je m'appuierai sur 2 exemples précis. Un sondage du Figaro qui était sorti il y a 3 mois, et un dossier de l'excellente hebdomadaire Marianne, qui, quand il s'y met, fait des choses assez frappantes sur la question de l'islam. Donc premier point, les sondages. Donc c'était le 24 octobre 2012. Le Figaro publie un sondage de l'IFOP dans lequel on apprend que 43% des sondés considèrent que l'islam est une menace pour la France. OK. Et on apprend aussi dans ce sondage que 60% des sondés pensent que cette religion a trop d'importance en France. Titre de l'article du Figaro, « L'image de l'islam se détériore fortement en France ». Voilà, ça semble logique, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous épargner ici la critique générale des sondages et du principe même des sondages, mais je voudrais souligner quand même certains points, en m'appuyant notamment sur les travaux d'un sociologue français qui a écrit un texte fondateur sur la question. Le sociologue, c'est Pierre Bourdieu, qui avait écrit en 1973 un excellent texte qui s'appelait « L'opinion publique n'existe pas ».
Qu'est-ce qu'il expliquait dans ce texte, notamment Bourdieu? Le fil directeur de son texte, c'était de montrer comment les sondages, en réalité, ne reflètent pas une opinion publique qui existerait avant le sondage, mais comment le sondage construit un objet qu'ensuite on appelle opinion publique. Et je vais vous expliquer avec l'exemple du Figaro comment ça fonctionne. La première question du sondage du Figaro est la suivante. Diriez-vous que la présence d'une communauté musulmane en France est, et là vous avez le choix, 1. Plutôt une menace pour l'identité de notre pays. 2. Plutôt un facteur d'enrichissement culturel pour notre pays. 3. Ni l'un ni l'autre. 2 remarques. Une sur la question. La question n'est pas neutre, la question n'est pas objective. Elle postule 2 choses. 1. Elle postule qu'en France, il existe une communauté musulmane, sans préciser ce que c'est. Est-ce que c'est les gens qui se pensent musulmans? Est-ce que c'est les gens qui pratiquent l'islam? Est-ce que c'est les gens qui font partie d'organisations communautaires? On n'en sait rien. Et la personne à qui on pose la question ne le sait pas non plus. Donc la personne à qui on pose la question va avoir comme réflexe quoi? De se dire quoi? Communauté musulmane, communautarisme, et donc un a priori négatif, puisqu'on ne donne pas à la personne les moyens de comprendre la question qu'on lui pose. Et surtout dans la question et dans les propositions, et c'est là où c'est perfide, vous avez le choix entre une menace pour l'identité de notre pays ou un facteur d'enrichissement culturel pour notre pays. Le point commun entre ces 2 réponses, c'est quoi? C'est que dans les 2 cas, d'un côté vous avez l'islam et de l'autre vous avez notre pays. Donc même si vous dites c'est un enrichissement pour notre pays, on vous fait dire que l'islam c'est pas notre pays. L'islam c'est l'autre. L'islam c'est pas la France. L'islam c'est pas français. Et vous avez de cette façon-là, et dans le sondage du Monde c'est exactement la même chose, on pose dès la question et dès les réponses proposées, on impose aux gens de dire que l'islam et notre pays c'est pas la même chose. Il y a nous et il y a l'autre. Il y a toujours besoin d'un autre. Et là, dès la première question du sondage, on fait dire aux sondés que l'islam est un autre. À partir de là, vous pouvez dérouler toutes les questions que vous voulez. Vous avez enfermé le sondé dans une logique qu'il n'a pas choisie. Et vous démontrerez par votre sondage ce qu'en réalité vous avez provoqué par votre sondage. Moi, je ne vais pas citer un proverbe malien, je vais citer Pierre Desproges. Pierre Desproges disait « L'ennemi est bête ». Parce qu'il pense que l'ennemi, c'est nous, alors qu'en fait, l'ennemi, c'est lui. D'accord? Et bien là, c'est exactement ça. Il y a toujours l'autre. Et l'autre, depuis une dizaine d'années en France, c'est le musulman. Et avec ce type de sondage, où on fait dire aux gens ce qu'ils n'ont pas forcément envie de dire, on arrive à confirmer, a posteriori, les idées qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'une fois que le sondage est mis en route, le mal est fait. L'IFOP et le Figaro, ils peuvent dérouler toutes les questions qu'ils souhaitent. Ils ont fait ce que Bourdieu appelle une imposition de problématiques. C'est-à-dire qu'on impose à des gens une problématique, on impose à des gens un problème qui n'est pas quelque chose qui spontanément, eux, considéreraient comme un problème, qui n'est pas quelque chose ce n'est pas une question que eux se poseraient d'eux-mêmes. Et les réponses des sondés vont donner l'impression que le problème était dans leur tête avant le sondage. Alors qu'en fait, pas du tout. Le problème, il n'était pas dans la tête des sondés, il était dans la tête des sondeurs. C'est les sondeurs qui ont créé le problème. Mais grâce à leur sondage, ils vont essayer de prouver que le problème existait avant. En linguistique, c'est ce qu'on appelle un performatif. Performatif, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on dit, et au moment où on le dit, on le rend réel. L'exemple le plus connu, c'est « je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage ». Tant que ça n'a pas été dit, vous ne l'êtes pas. Une fois que c'est dit, ça y est. Et bien là, c'est exactement la même chose. Le sondage, il est performatif. Par son existence même, il crée le problème qu'il prétend expliquer ou qu'il prétend mesurer. À l'aide de ce genre de sondages, qui sont assez fréquents, qui sont repris, qui sont commentés, etc., on a l'impression, et se dégage l'impression, que pour une majorité de Français, l'islam est un problème. Mais si vous regardez d'autres sondages, des mêmes instituts de sondage, il y en a un qui était sorti quelques jours avant le sondage du Figaro dont je vous parle. La question qui était posée était « Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ?» D'accord?
Et là, je vous donne les réponses, dans l'ordre. Le chômage et l'emploi, la santé et la qualité des soins, l'évolution du pouvoir d'achat, le financement des retraites, l'école et la qualité de l'enseignement, les inégalités sociales, le financement de l'assurance maladie, l'environnement, le logement, la sécurité des biens et des personnes, etc. etc. En 15e position, juste après, les problèmes de sécurité routière. C'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui a pénétré les gens et qui est leur problème quotidien. En 15e position, on avait l'intégration et les relations entre groupes sociaux. Donc là, éventuellement, on peut peut-être mettre le problème de l'islam. Mais c'était une préoccupation pour 1% des Français. Ça les préoccupe moins que les problèmes de sécurité routière. Sauf que quand vous faites un sondage centré sur l'islam, vous donnez cette impression, cette petite musique qui dit, bah voilà, les Français, ils ont un problème avec l'islam. Ils ont un problème si vous venez leur en parler. Mais dans leur vie quotidienne, c'est absolument pas ça le problème. Ils n'ont pas de problème. Mais grâce à votre sondage, vous allez réussir à démontrer ce que vous aviez prévu de démontrer en faisant les questions, sans même attendre les réponses. Le vrai problème, c'est que cette imposition de problématiques, elle finit par avoir des effets dans le réel. Elle finit par avoir des effets sur les gens, sur leur perception, en l'occurrence de ce qu'est l'islam. Parce qu'à force de lire des sondages qui disent sans arrêt que les Français ont peur de l'islam, que les Français ont un problème avec l'islam, que les Français pensent que l'islam et la démocratie, quand même, c'est pas compatible, etc., etc., bah, au bout d'un moment, même si vous, dans votre vie quotidienne, vous n'êtes pas confronté à des problèmes avec l'islam, vous vous dites, bah, il doit quand même y avoir un problème avec l'islam. La preuve, les gens le disent. Donc, au sondage suivant, bah, vous allez dire, ouais, je pense quand même qu'il y a un problème. Alors, c'est pas forcément moi que ça concerne directement, c'est un autre, je l'ai lu dans un sondage. Et vous voyez cette espèce de circulation circulaire, comme disait Bourdieu, qui fait qu'à l'arrivée, c'est pas quelque chose qui est inexistant. Il y a des vrais racistes en France, il y a des vrais islamophobes, il y a des gens qui ont un problème avec l'islam, d'accord. Mais c'est une toute petite minorité, c'est sûrement pas 74 ou 63 selon les sondages, mais avec la multiplication et les procédés des sondeurs, on arrive à donner cette illusion et faire gonfler cette bulle qui, pour finir, a des effets, et des effets assez néfastes dans le réel. Pour passer à mon deuxième point, ce qui accompagne souvent les sondages, ce qui nourrit les sondages, il y a un effet, les deux se nourrissent entre eux, c'est ces fameux dossiers des hebdomadaires. Vous avez toujours les unes des hebdos là, sur l'islam, il y en a de manière assez récurrente. J'avais fait un petit travail sur 3 hebdomadaires, l'Express, Le Point et Valeurs Actuelles, qui est gratiné quand même. Sur les 3 dernières années, moi j'avais trouvé 16 unes sur l'islam. Le point commun de ces 16 unes, c'est qu'elles renvoient toutes une image négative de l'islam. Toutes. Vous n'en avez aucune qui aborde l'islam de manière neutre ou de manière positive. Toutes, elles renvoient une image négative de l'islam. Et globalement, vous avez 3 procédés. Vous avez des généralités abusives. Vous avez une par exemple, qui était l'Occident face à l'islam, rien que ça. Une autre une qui était Islam, les vérités qui dérangent. Alors, en plus, ça fait vendre, quoi. Deuxième procédé, on se centre sur des pratiques ultra-minoritaires, mais comme c'est d'elles qu'on parle, c'est ça qui fait qu'on assimile l'islam à ces pratiques. Donc, vous aviez une extraordinaire aussi qui était Burqa, ce qu'on ne dit pas. Tremblez, jeunes gens. Et troisième procédé qu'on retrouve dans les unes, c'est l'emploi performatif, pour le coup, je reprends ce que je disais tout à l'heure, du mot peur. On trouve très souvent sur ces hebdos des unes du type « Pourquoi les Français ont peur de l'islam ?» Enquête sur la peur de l'islam. Islam, non. Pourquoi l'islam fait peur ? Voilà, etc., etc., etc. Donc au bout d'un moment, même si vous n'avez pas vraiment peur de l'islam, à force de voir des unes qui disent qu'il faut avoir peur de l'islam, vous allez avoir peur de l'islam. Si vous avez des enfants qui ne sont jamais montés dans un bateau et qu'avant de monter dans le bateau, vous leur dites « Surtout, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur », l'enfant il va se dire « Mais c'est peut-être qu'il y a des raisons d'avoir peur ». Et ça fonctionne de la même façon avec ces unes d'hebdomadaires. Mais le problème, c'est que accompagnant les unes, on a des dossiers. Et là, je vais vous proposer une petite étude de cas, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... Ok. Qui était un dossier de Marianne, publié en 2010, et donc qui s'appelait « France, Europe, pourquoi l'islam fait peur ?»
Je précise qu'il n'y a pas de point d'interrogation, hein. C'est un fait avéré. Pourquoi l'islam fait peur? Alors, 4 procédés dans ce dossier, je vais les expliquer, qui en gros correspondent aux mécanismes qu'on retrouve dans les autres hebdos et aussi de manière plus condensée, plus ramassée, à la télé ou dans la presse quotidienne. Première chose, c'est ce que moi j'appelle la mise en condition. C'est-à-dire que tout est fait pour un peu... voilà, il faut mettre le lecteur en situation, déjà pour qu'il ait envie d'acheter l'hebdo, donc c'est la une, le titre du dossier et souvent l'introduction du dossier, c'est ça qu'on regarde si on est intéressé par un hebdo. Moi je les achète pas, hein, je les récupère, je vais pas leur donner mes sous quand même, faut pas rigoler. Donc la mise en condition, dans le cas de Marianne, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est le titre. France, Europe, pourquoi l'islam fait peur? Point. On ne dit pas est-ce que l'islam fait peur? On ne dit pas faut-il avoir peur de l'islam? Non. On dit pourquoi l'islam fait peur. Voilà. Donc déjà, ça démarre bien. Vous avez peur dès le début. Et puis ensuite, vous avez l'introduction du dossier. Alors l'introduction du dossier, c'est intéressant. Moi, j'enseigne à l'université, donc j'essaie d'apprendre à mes étudiants à faire des introductions. L'introduction, c'est le moment où vous problématisez un peu la chose, c'est-à-dire voilà, vous expliquez un peu de quoi vous allez parler, et notamment vous posez un certain nombre de questions auxquelles vous allez par la suite répondre. L'introduction du dossier de Marianne, je vous en lis un petit extrait. Accrochez-vous, ça décoiffe. Hein. Alors, pourquoi dans le monde l'islam a-t-il plutôt tendance à chasser les autres religions lorsqu'il est majoritaire? Est-il vrai que le Premier ministre turc, qui souhaite intégrer l'Union européenne, présente les mosquées comme des casernes, les minarets comme des baïonnettes, et incite les immigrés turcs à ne pas apprendre l'allemand à leurs enfants, parlant de l'intégration comme d'un crime contre l'humanité? Donc moi je suis prof, on me fait une introduction comme ça, au début je souris, et puis après je convoque l'étudiant ou l'étudiante et je lui dis il y a un problème. C'est-à-dire que les questions sont d'une précision, mais alors exemplaire. Est-il vrai que, a plutôt tendance à, on cite le Premier ministre turc sans dire quand est-ce qu'il a dit ça ni où, et sans prouver à aucun moment dans le dossier en fait qu'il l'a déjà dit. Ça, voilà. Et puis en fait, quand vous parcourez le dossier, vous vous rendez compte qu'ils ne répondent pas aux questions. Hein. Donc les questions sont uniquement faites pour mettre en condition le lecteur de manière assez inquiétante. Vous voyez quand même le turc là, crime contre l'humanité, attendez, ces gens-là... voilà, donc c'est assez inquiétant, mais on a mis en condition le lecteur et on démontre que le titre du dossier finalement est juste, il faut avoir peur de l'islam. Deuxième procédé, c'est les clichés. Alors ça y va. Hein, ça, je pense que vous les connaissez. Si vous lisez un peu la presse, les clichés sur les musulmans, les clichés sur... etc., c'est assez terrible. Là, dans le cas de Marianne, c'est assez sympa. Premier exemple de cliché, je cite, accrochez-vous de nouveau, « S'il y a un choc culturel, il est là, 2 points. C'est ce qui sépare l'Européen moyen, qui feuillette vaguement un magazine People ou un quotidien gratuit dans le métro, et son voisin qui psalmodie sur le Coran. » Donc, voilà, scène typique de la vie quotidienne. L'Européen moyen lit un magazine People ou un quotidien gratuit, tandis qu'à côté, le musulman est avec son Coran et psalmodie. Parce que les musulmans ne lisent pas de magazine People ni de quotidien gratuit. Ils ne lisent que le Coran. Voilà, c'est bien connu. Sauf qu'avec ça, voilà, on crée de nouveau un climat, mais qui pour le coup n'est pas forcément inquiétant, mais qui quelque part, de manière paradoxale, est rassurant pour le lecteur. Parce qu'il a l'impression qu'on lui parle de quelque chose qu'il connaît un peu. Voilà, les clichés, c'est fait pour ça. Les clichés, c'est fait pour donner l'illusion qu'on sait de quoi on parle, pour donner l'illusion qu'on sait à quoi ça fait référence. Donc on est un peu inquiet par le titre et tout ça, mais on est rassuré parce qu'on va pouvoir pénétrer le dossier en ayant l'impression qu'on maîtrise un peu la chose. Cliché suivant, qui va avec. Hein. On apprend dans le dossier de Marianne que Londres est la Mecque du multiculturalisme.
sympa. Et on apprend aussi qu'à Amsterdam, dans un quartier où il y a une cohabitation entre, je cite, les immigrés et les jeunes bobos friqués, on apprend que, j'ouvre les guillemets de nouveau, l'odeur du couscous se mêle à celle de l'opulence. Voilà. Donc je le dis souvent, n'oubliez jamais que ces gens-là ont des cartes de presse et que ces hebdomadaires touchent des subventions publiques. Voilà, pour écrire ce genre de choses. Sauf que, en enchaînant les clichés de ce type-là, on renforce non seulement les a priori des gens, mais dans le même temps, ça contribue quelque part à les rassurer parce qu'ils ont l'impression que c'est une scène qu'ils connaissent. Alors qu'en réalité, c'est juste une blague. Hein. Mais bon, ça joue cet effet-là. Troisième procédé, qu'on trouve dans le numéro de Marianne, mais que vous trouverez partout, c'est les phénomènes d'accumulation. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans le qualitatif. On ne va pas faire une enquête de qualité avec des points de vue divers, avec des opinions qui se croisent, avec de la nuance, etc. Non, on va accumuler les informations, on va accumuler à la télévision les images, j'y reviendrai, on va accumuler dans un hebdomadaire comme Marianne qui fait une enquête sur l'Europe, les reportages dans plein de pays européens. Donc on va en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, etc., etc. Des articles assez courts, pas toujours mauvais, mais pas toujours bons. Mais tout ça fait que dans ce dossier qui fait 40 pages, à l'arrivée, on a l'impression que partout en Europe, il y a quand même un souci avec l'islam. La preuve en Grande-Bretagne, en Autriche, en ceci, en cela. Sauf qu'à chaque fois, on prend le petit bout de la lorgnette, comme on dit, et c'est plus une accumulation quantitative qui donne cette impression au lecteur qu'il est envahi. Il est envahi partout en Europe, je vous jure, il y a des problèmes avec l'islam. Alors que si vous regardez un peu le contenu même des articles, on se rend compte que finalement c'est pas si important que ça dans chacun des pays dans lequel on va, mais comme il y a dans tous les pays, cet effet d'accumulation va renforcer une certaine peur et ça va donner une illusion d'optique qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à peu près le même procédé qu'au moment des fameuses manifestations qui ont eu lieu à la fin de l'année dernière, suite à la diffusion sur Internet de cette espèce de film ordurier sur le prophète, où, si vous vous souvenez, les 20 heures de TF1, de France 2, etc., c'était terrifiant. Il y avait des cartes avec des flammes dans les pays arabes, etc. On a l'impression que le monde arabo-musulman, truc qui veut rien dire, était à feu et à sang. Voilà. Et on enchaînait les manifs, et ceci, et à Peshawar, et au Caire, et machin, et trucs. Alors que le jour où il y a eu le plus de manifestants dans l'ensemble de ces pays, il y a eu 30 000 manifestants. Hein, en les comptant tous et en les accumulant tous. 30 000 manifestants dans 20 pays. 30 000 au total. C'est-à-dire 0,003% des musulmans. Hein, c'est-à-dire que 99,997% des musulmans n'avaient pas manifesté. Sauf que toutes ces images et cette accumulation de scènes de rue, etc., donnaient l'impression d'une espèce de révolte généralisée, d'une croisade à l'envers, on appelle ça comme on veut, qui ne correspondait absolument pas à la réalité. Et l'essentiel avec ce procédé-là, c'est pas qu'il y ait une cohérence globale, mais c'est bien d'accumuler les choses. Et dans le cas de Marianne, c'est de dire, partout en Europe, il y a des problèmes, plus ou moins en rapport avec l'islam, et bien sûr, tout ça ne manquera pas d'inquiéter le lecteur. Et enfin, quatrième procédé, vous avez compris, dans Marianne, mais c'est un cas d'école, c'est la confusion et les amalgames. La confusion et les amalgames, alors ça, dans le sondage du Monde, par exemple, on demande aux gens, est-ce que vous pensez que les musulmans sont plutôt intégristes? Mais c'est quoi intégriste? Ça veut dire quoi? Ça, on ne demande pas aux gens. Voilà. Et quand on voit comment le terme intégriste peut être employé à tort et à travers dans les médias, dans le milieu politique, là on est dans l'amalgame classique qui consiste à tout mélanger. Dans le cas de Marianne, vous avez donc, un certain nombre d'amalgames et de confusions. Je vais prendre deux exemples, dont un qui, je pense, est particulièrement intéressant parce que c'est quelque chose qui revient de manière récurrente en France. Ça concerne les fameuses
pression islamique sur les programmes scolaires. Vous savez, cette espèce de truc, ce mythe que les profs seraient sous la pression des intégristes musulmans qui voudraient modifier les programmes scolaires. Voilà. Donc je cite Marianne. Là je cite. À l'école, les professeurs ont commencé à mal supporter d'être mis en cause, leur enseignement de l'histoire du monde musulman ou de la Seconde Guerre mondiale faisant de plus en plus l'objet de censure que l'Église catholique n'a jamais obtenue à propos de l'Inquisition ou de la Saint-Barthélemy. Bon, en plus c'est mal écrit, mais ça c'est un autre problème. C'est quoi le rapport avec l'islam? Franchement, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi le rapport avec l'islam? Est-ce que le journaliste de Marianne peut nous expliquer quelle est la vision musulmane de la Seconde Guerre mondiale? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a une vision islamique de la Seconde Guerre mondiale? Moi, je ne la connais pas. Mais vous avez bien compris qu'en disant pression islamique ou pression des intégristes et Seconde Guerre mondiale, hop, ça connecte un petit truc dans la tête du lecteur. Ah oui, mais ça, c'est un coup, c'est les gens qui veulent nier le génocide juif, qui, comme chacun le sait, a été commis par des musulmans. Voilà, sauf, je le dis avec toujours sur un ton badin, mais cette question des programmes scolaires est assez terrifiante parce qu'elle révèle comment, en mettant côte à côte des choses qui n'ont rien à voir, on fait fonctionner des automatismes qui ont été créés à grand renfort de clichés, etc. Deuxième exemple dans Marianne sur les programmes scolaires, c'est extraordinaire. Je vous demande d'être attentif parce que celle-ci, je l'apprécie beaucoup. Sa hiérarchie peut aujourd'hui reprocher à un enseignant d'avoir provoqué la communauté turque en évoquant le massacre des Arméniens de 1915. Alors là, pour le coup, mais alors le rapport avec l'islam, il faut se lever de bonne heure pour le trouver, quoi, hein. Qu'il y ait un certain nationalisme turc qui veuille nier qu'il y ait eu un génocide arménien, c'est une chose. Mais quel est le rapport avec l'islam? Quel est le rapport avec les musulmans? Il y a une vision musulmane du génocide arménien? Voilà, lui aussi, il a une carte de presse. Enfin, je veux dire, sauf que, de nouveau, ça connecte, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et, dernier exemple qui, pour moi, résume tout, et qui montre que même les journalistes, à force de faire des amalgames, ne se rendent même plus compte des âneries qu'ils sont capables d'écrire. Je cite, on est sur l'enquête à Londres. Et alors, accrochez-vous. En 1997, la plupart des enfants des familles pakistanaises regardaient les programmes pour enfants de la BBC. Aujourd'hui, ils suivent ceux de la télévision pakistanaise ou des chaînes arabes. Donc ça, c'est tiré de l'article. Et vous avez en intertitre, donc dans le dossier, en 1997, les gosses des familles pakistanaises regardaient la BBC. En 2011, ils suivent les chaînes arabes. Parce que les Pakistanais parlent arabe. C'est bien connu. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils écrivent. Parce que là, ils ne parlent pas de Al Jazeera English. Hein, pas du tout. Donc, ils sont capables de dire que, en fait, les enfants pakistanais à Londres en fait, parlent tous couramment l'arabe, et parce que c'est pour ça qu'ils suivent les chaînes arabes. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de mythe qu'ils ont réussi à se mettre dans la tête, qui est que musulman égale arabe, égale plein d'autres choses, évidemment. Mais là, sur le cas des Pakistanais, c'est quand même assez drôle. Et moi, je fais le test chaque année avec mes étudiants pour vérifier. Je leur demande, c'est quoi le plus grand pays musulman au monde ? Pour 90% de mes étudiants, c'est l'Égypte. Voilà. Personne ne va penser à l'Indonésie, parce que le musulman, c'est l'arabe, et l'arabe, c'est le musulman. Et quand vous expliquez que les arabes sont minoritaires dans le monde parmi les musulmans, alors là, on vous regarde avec des grands yeux, on dit, ouais, c'est différent. Sauf que tout ça ne vient pas de nulle part. Et ce que je vous décris là en vous prenant quelques exemples, en réalité, à force d'être martelé, répété, etc., tous ces amalgames, ça vient nourrir une incompréhension, ça vient nourrir des peurs, et parce que les choses se succèdent, et après, ça fait que les gens, quand on leur pose des questions dans des sondages,
vu comment ils sont informés, et ben ça va aussi renforcer les peurs. Et pour finir, c'est le serpent qui se mord la queue. Le sondage prouve que les gens ont peur. Pourquoi les gens ont peur? On va faire un dossier, le dossier fait peur aux gens, on fait un sondage, les gens ont encore plus peur. Et comme ça peut aller malheureusement très loin. Donc pour conclure, vous aurez compris que les deux exemples que j'ai pris là, le sondage du Figaro et le dossier de Marianne, sont des exemples exemplaires, c'est-à-dire qu'ils correspondent à des pratiques plus répandues et que, en les décryptant un peu, on comprend les logiques qui sont derrière et les pires travers des pratiques journalistiques dominantes quand il s'agit de parler de l'islam. Dans le cas du dossier de Marianne, en réalité, le lecteur va en ressortir inquiet. Voilà, il va ressortir inquiet de tout ça. Et donc le dossier va s'auto-justifier, puisque je vous rappelle que le titre du dossier, c'est « Pourquoi l'islam fait peur ». Donc même si l'islam ne faisait pas peur, grâce au dossier qui explique pourquoi, les gens auront peur. Et ça fonctionne, malheureusement, de mieux en mieux. Le titre du dossier aurait dû être France-Europe, pourquoi Marianne a peur de l'islam. Ça aurait été plus honnête. Et pourquoi il faut que vous aussi vous ayez peur de l'islam. Le problème, c'est que ce type de dossier qui récolte tout ce qui peut faire peur, qui diffuse la peur de l'islam, c'est que ça complète les enquêtes d'opinion qui font de l'islam un problème. Et à l'arrivée, l'accumulation de ces choses-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, pour de plus en plus de gens, l'islam est un problème et il faut s'en inquiéter. Voilà. Et dernier mot, je voudrais signaler que ces procédés et cette islamophobie, puisque que ce soit volontaire ou non, c'est de l'islamophobie, dans tous les sens du terme. On est face à des procédés qui suscitent la peur, qui le font volontairement et qui suscitent aussi la haine. Ces procédés-là, ça participe largement de ce que Thomas Deltombe, je ne sais pas si vous connaissez, qui est journaliste, appelait la construction d'un islam imaginaire. C'est qu'en réalité, on fabrique un objet qui s'appelle l'islam, qui ne correspond absolument pas à la réalité de l'islam. L'islam, il est pluriel, il est divers, il est dynamique, il est parfois contradictoire en son sein, etc. Mais on construit un espèce d'objet bizarre, l'islam imaginaire, dans lequel vous n'avez que deux types de musulmans. Vous n'avez que deux types de musulmans qui ont leur place dans cet islam imaginaire. C'est le bon musulman modéré qui veut s'intégrer et qui en réalité veut disparaître par l'intégration. Et puis c'est le mauvais musulman radical qui n'aime pas les valeurs de l'Occident. Tout ce qui se situe entre les deux n'existe pas dans cet islam imaginaire. Vous avez le bon, le mauvais. Le bon, c'est celui qui est invisible. Le mauvais, c'est celui qui est visible. Voilà. Et donc, tout ce qui rend visible l'islam va être, dans cet islam imaginaire, assimilé au mauvais islam. Rendre visible l'islam, qu'est-ce que c'est? Un voile, une prière, un minaret. Je pense que les trois exemples que je prends vous rappellent des choses. Parce que le problème, c'est que ça a des conséquences politiques. Et qu'aujourd'hui, en gros, on fait des référendums et on fait des lois pour faire disparaître l'islam de l'espace public. Parce qu'il ne doit pas se voir. Et ce myopisme, cette illusion très française, par ailleurs, en fait, elle vient de ce que je vous disais au tout début. C'est que l'islam, fondamentalement, c'est l'autre. C'est un autre. C'est pas nous. C'est pas notre société. C'est pas notre pays. Et en réalité, il est grand temps, et on a tous une responsabilité là-dedans, il est grand temps que les gens comprennent, et y compris sur le champ politique, que l'islam est en France, que ça fait longtemps, que les musulmans sont là, qui font partie de la société française, qui l'enrichissent, qu'il y a des musulmans sympas et qu'il y a des musulmans cons, mais comme dans toutes les religions, et comme chez les athées, et même chez les marxistes. Il est temps de prendre conscience de ça, et je pense que pour ça, il n'y a qu'un moyen, c'est de se battre pied à pied contre toute forme d'islamophobie, qu'elle soit consciente ou non.
Et c'est de retourner le stigmate, comme disaient un certain nombre d'auteurs aux États-Unis, et c'est de faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'en France, le problème, ce n'est pas l'islam. En France, le problème, c'est l'islamophobie. Voilà, je vous remercie. Merci à Julien. On donne la parole à Tariq. Tfaddal. D'abord, j'aimerais commencer par les remerciements d'usage, puisque j'ai pu me rendre compte et on m'a fait part un peu de la controverse ou de ce qui a pu être dit, ce qui a pu être dit à gauche et à droite. Il faut d'abord remercier le maire, il faut remercier les autorités qui permettent quand même, dans cette tourmente ou dans ce qui a pu être créé par les uns et les autres, d'avoir tenu bon et d'avoir fait en sorte qu'une rencontre comme celle-ci ait lieu. C'est tout à leur honneur. C'est aussi quelque chose qui, pour moi, est déterminant dans la présence citoyenne. Je ne cesse de répéter depuis des années que le côté positif de la présence des citoyens européens de confession musulmane ou occidentaux de confession musulmane, c'est que parfois par les problèmes qui se créent ou que l'on crée avec leur présence, eh bien, dans leur attitude, ils permettent à certains de réconcilier leur pays avec ses valeurs. Et quand aujourd'hui on voit qu'un certain nombre d'acteurs politiques sur le plan du terrain ou sur le plan régional, et bien parfois résistent aux pressions qu'on leur fait, c'est à l'honneur de cette défense des valeurs, c'est-à-dire qu'il y a une valeur qui s'appelle la liberté d'expression, il y a une valeur qui s'appelle le fait de traiter les citoyens et les organisations de la société civile de façon égalitaire, et il y en a qui décident d'aller au bout de cette logique. Et qu'en tant que citoyen, qu'on soit de confession musulmane ou pas, il faut finalement saluer et encourager ceci. Il faut être présent aux côtés de ceux et faire comprendre aux élus locaux que ce pourquoi un jour ou l'autre on votera pour eux ou qu'on ne votera pas, c'est pas parce qu'ils privilégieront l'un ou l'autre, c'est qu'ils seront cohérents avec un certain nombre de valeurs fondamentales. Quand on parle de droits humains ou quand on parle de la liberté d'expression, il faut qu'on soit cohérent. C'est pas la liberté d'expression pour les uns et moins d'expression libre pour d'autres. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la France, elle n'a pas un problème avec un certain nombre d'éléments de sa population, elle a un problème de cohérence. Le gouvernement français a un problème de cohérence. Il dit des valeurs qu'il ne respecte pas. Il parle de principes qu'il oublie et il traite des gens de façon différenciée, contrairement à ce qui a été l'idéologie que l'on met en avant ou que l'on continue à mettre en avant. Et si on peut être des agents de réconciliation entre un discours sur de belles valeurs et des pratiques qui sont moins belles, ce sera tout ceci de gagné. Donc, je commence par remercier, je continue toujours à dire aux gens de la sécurité, des services de renseignement, de la DCRI, s'il vous plaît, continuez à transmettre ce que l'on dit et non pas ce qu'on vous a dit, que vous auriez peut-être entendu et qui n'a jamais été dit. Parce que ça aidera aussi à réconcilier ce pays avec finalement des services parfois de renseignement qui font un travail qui est plus idéologique et strictement idéologique. Et de ce point de vue-là, depuis tant et tant d'années, on est en train d'avoir, on a fait finalement chez certains fonctionnaires de l'État, on a ancré exactement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire cette idée que finalement, ils sont en train d'être traités avec un ennemi de l'intérieur. Ce n'est pas des concitoyens, c'est des ennemis de l'intérieur. Et qu'à force d'avoir ce que l'on fait dans les médias, on le fait aussi parfois avec des fonctionnaires à l'intérieur. Le discours qui est lié à la formation d'un certain nombre de fonctionnaires de l'État, de gens qui travaillent dans les renseignements et la sécurité, voire même chez certains enseignants, c'est de considérer que certains citoyens sont des citoyens étrangers. C'est-à-dire que ce qu'ils sont, c'est l'autre. Et qu'on n'est pas en train de surveiller un concitoyen, on est en train de surveiller un dangereux citoyen étranger.
potentiellement dangereux s'il ne l'est pas déjà. Donc il y a tout un discours là derrière qu'il faut que l'on déconstruise aussi ou que l'on analyse, mais ça ne sera pas le sujet de ce soir. Ce qui est important, moi j'ai été, c'est la deuxième fois que j'entends les analyses de Julien sur ces questions-là, et je pense que c'est fondamental d'entendre ceci, d'entendre, de comprendre comment ça fonctionne, de pouvoir identifier un certain nombre de processus, de procédés d'usage, parce que ça nous permet aussi de savoir comment y répondre et justement de ne pas tomber dans les victimes qui subissent, mais les sujets qui résistent et qui trouvent des réponses et des stratégies en termes de réponses, parce qu'on peut s'asseoir là et puis se plaindre en disant bon ben finalement les grands médias de ce pays c'est tous ils fonctionnent tous de la même façon. Je crois que ça ne suffit pas. Il faut analyser ce qui se passe et ensuite, à mon sens, et ça va être le sujet de mon intervention, c'est quelles sont nos responsabilités par rapport à ça. Qu'est-ce que l'on peut faire à notre niveau, personnellement ou collectivement, pour pouvoir changer les choses. Ça a été dit, je veux dire, moi j'avais eu à réagir sur le sondage du Figaro, le sondage aujourd'hui j'en ai pris connaissance aujourd'hui, le sondage du Monde, ou toutes ces statistiques. On a même eu une discussion avec un certain nombre d'acteurs associatifs aujourd'hui à Paris, et l'impression est effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a des images que l'on veut imposer, et finalement, si on est dans l'attitude de la victime, on va même accepter assez rapidement ce qui est dit. Vous savez, souvent, quand vous êtes en train de parler, j'avais eu une discussion au niveau du Conseil, au niveau de l'Union européenne, avec quelqu'un qui n'est pas connu pour marcher toujours dans le sens du vent et du courant majoritaire, et qui parfois prend publiquement des positions qui peuvent être critiques, même si on peut toujours être critique par rapport à ces positions critiques. Mais dans un débat avec Daniel Cohn-Bendit sur la question de l'islam, à un moment donné, je me suis arrêté parce que bon, il travaillait à la mairie de Francfort, et chaque fois qu'il me parlait d'une anecdote qui confirmait une impression. Et je dis, mais on n'est pas dans le royaume des anecdotes. Je veux dire, avec les anecdotes, je veux dire, Valéry disait qu'avec l'histoire, on peut tout prouver. Avec des anecdotes, on prouve tout et son contraire. Il prend une anecdote, il dit, ah ben voilà, cette anecdote prouve que cette analyse est juste. Et je dis, mais c'est pas comme ça qu'on ne juge pas une présence historique sur des anecdotes. Mais en fait, vous apercevez qu'avec les sondages, quand vous lisez par exemple Le Monde, vous pouvez vous faire exactement la même chose inductivement. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est arrivé cet après-midi dans un débat qu'on avait, où tout à coup, vous avez Le Monde parle de la mauvaise impression que les Français ont de l'islam, donc avec tout ce qui a été dit, et c'est assez intéressant d'analyser les questions, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les questions sont induites, qu'il y a une orientation des questions, mais ce n'est même pas la question. Quand vous êtes français de confession musulmane et que vous êtes en train de lire ceci, si vous avez une tentation à être victime, vous allez vous trouver l'anecdote qui confirme ce qui est dans le sondage. C'est assez pervers en fait. C'est-à-dire que autant on oriente le public à avoir peur dans un sens, mais pour ceux qui sont l'objet dont on parle, ils trouveront, eux, l'anecdote qui confirmera. Et cet après-midi, j'étais en train d'écouter les débats entre musulmans, et il y a 2 ou 3 personnes qui amènent des anecdotes qui confirment le sondage est juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous vous mettez dans une situation de victime, donc on crée le problème, on crée la victime, et la victime se reconnaît dans le problème que l'on crée. Et la boucle est bouclée. Vous m'avez suivi? Ouais. C'est assez pervers. Et ça marche. Parce que même dans la conscience musulmane, même dans la conscience de vous, majoritairement citoyens français, que vous soyez de confession musulmane ou pas, mais quand vous êtes de confession musulmane, très vite, si vous avez la tentation, quand même la pression est grande, tous les jours on parle de l'islam de façon négative, vous allez bien trouver un regard d'une personne dans la rue, un propos, un guichet de la poste qui a confirmé que finalement vous êtes un problème. Et que vous passez d'une anecdote aller aux 73% de Français, et on vous pousse à prendre l'anecdote et à en faire le problème.
Et donc vous rentrez, vous tombez dans le même piège. Il faut faire un pas en arrière et déconstruire ça, parce que sinon on est vraiment dans un piège et on est vraiment dans une perception extrêmement négative. Maintenant, une fois qu'on dit ça et qu'on essaye de comprendre des raisons objectives qui peuvent expliquer ce qui est en train de se passer dans cette couverture médiatique, alors il y en a toutes les raisons qui ont été mises en évidence, je ne veux pas y revenir, j'ai envie d'aller plus loin, mais objectivement, enfin dans les analyses que l'on peut faire de la façon dont les journalistes traitent de la question de l'islam, ou dans les expériences qu'on peut avoir, dans les interviews qu'on peut avoir, il y a un certain nombre d'éléments dont il faut tenir compte, et qui sont des éléments objectifs. Il y a une évidence, c'est que parfois, vous êtes en face de journalistes, vous êtes en face de femmes ou d'hommes qui doivent écrire sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont même pas le temps. Ils n'ont même pas le temps. Je peux vous dire qu'au bas mot, sur les, je ne sais pas combien de journalistes j'ai rencontrés, s'il y en a plus de 5% qui ont lu un livre entier de ce que j'ai écrit, c'est un miracle. Et ils écrivent sur vous. Et ils vous font des 8 pages, mais ils n'ont pas lu. Ils n'ont parfois pas le temps, donc il y a un vrai problème objectif qui est celui de la connaissance du sujet. Et là aussi, c'est questionner en amont la formation des journalistes, comment est-ce qu'ils sont formés, de quoi parlent-ils, parce que si l'islam est un sujet de société, ce n'est pas parce qu'on connaît la société qu'on connaît le sujet de l'islam. Donc là, on a un problème de connaissance, c'est un problème objectif, c'est-à-dire que vous êtes en face de personnes, de femmes et d'hommes, avec toute la bonne volonté du monde. Quand vous n'avez pas la connaissance, comment allez-vous résister à la pression dans laquelle on peut vous mettre de l'islam est un problème. Donc si vous arrivez avec l'islam est un problème, c'est déjà problématique. L'autre chose qui a été mise en évidence, je n'entre pas en matière, mais c'est vrai qu'il y a des peurs et il y a des expressions de la peur qu'on ne peut pas nier. Donc on a affaire à des interlocuteurs qui peuvent être porteurs de ce que cette peur commune signifie, qui peuvent eux-mêmes être influencés par le climat général ou qui peuvent l'entretenir. Donc on a cet élément-là. Vous le sentez aujourd'hui et il est exprimé. Donc la peur va augmenter à mesure ou inversement, de façon inversement proportionnelle au manque de connaissances. Si vous ne savez pas, la peur... Mais ce n'est pas forcément toujours la même chose, c'est toujours le cas. Parfois, il y a une connaissance et il y a des peurs qui sont historiques, qui sont aussi liées à une histoire qui n'a pas été digérée. La France, alors de ce point de vue-là, a un vrai passif, c'est-à-dire sur la question de la relation avec l'Algérie, la question de la relation... Il y a un vrai problème dans si vous voulez, la psychologie collective de la relation de la France avec l'arabe. Réel. Alors, souvent on dit l'Algérie, mais ce n'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus général. C'est toute l'Afrique du Nord. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur ce que représente l'arabe dans la psychologie collective, dans ce qu'on peut appeler une espèce d'inconscient collectif, mais ce n'est même pas un inconscient. C'est assez conscient chez certains qu'il y a un problème. Et donc ça aussi, c'est pas simplement, on ne peut pas le réduire qu'à du racisme, mais il y a du racisme là-dedans. Mais il y a aussi un passif historique qu'il faut déterminer. Ensuite, il y a des choses qui sont très très factuelles, il faut en tenir compte. Je veux dire, utiliser la peur et parfois entretenir la méconnaissance, aujourd'hui, la question de la polémique, de la controverse, ça fait de l'argent. C'est-à-dire que l'islam fait vendre. C'est-à-dire que tout ça, ce n'est pas simplement des gens qui ont une volonté, non, ils cherchent à vendre. Je veux dire, Charlie Hebdo cherche à vendre. Je veux dire que nous la faire à l'envers, nous la faire à l'endroit, ça fait de l'argent. Et moi, c'était là où je leur demandais s'ils étaient cohérents avec leurs principes, si vraiment c'est pour la liberté d'expression, donnez votre argent aux victimes de la violence extrémiste au Mali. Montrez-nous que c'est un don du cœur, que vous êtes vraiment... Ils n'ont jamais répondu à cette question. Parce que ce n'est pas ça qui les a... Mais c'est objectif, c'est-à-dire qu'on est en face d'enjeux financiers. Et dans les enjeux financiers, ce n'est pas toujours la pression qui est faite sur le journaliste, mais c'est ce que font les propriétaires. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux idéologiques ici. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de censure comme dans les dictatures, mais
il n'y a pas de censure, mais il y a des pressions qui sont de différentes natures et le fait du gain, le fait de l'argent est importante. Et aujourd'hui, c'est une évidence, toutes ces unes qui font de l'islam un problème, ce problème fait de l'argent. Ce problème produit de l'argent. Et donc ça aussi, il faut en tenir compte. Donc on est en face d'intérêts financiers particulièrement importants et qui sont à déterminer. La polémique fait vendre. L'autre chose aussi qu'il faut déterminer, et il faut s'en rendre compte, c'est qu'il y a de l'ignorance, on l'a dit, ou de la méconnaissance. Il y a de ce point de vue-là également de la peur. Il y a le fait financier, puis il y a aussi des intérêts idéologiques. C'est-à-dire il y a de l'idéologie aussi, on le sait, on a un certain nombre de livres qui ont été écrits, ceux qui ont été cités ici, d'autres qui ont été écrits aussi aux États-Unis, qui mettent en évidence que toute cette campagne sur la traduction de l'islam comme étant l'autre, toute cette façon de dire l'Europe est en train de s'arabiser, de s'islamiser, elle a aussi des enjeux idéologiques, et des enjeux idéologiques qui peuvent aller de l'extrême droite, qui dit avoir peur de l'immigration, à des intérêts internationaux. C'est-à-dire que vous entendez des politiques qui vous disent « Attention, si ces citoyens-là, de confession musulmane ou d'origine du Sud, deviennent des citoyens européens, américains, canadiens, australiens à part entière et qu'ils jouent le jeu de la démocratie, ces citoyens-là sont à même de changer les politiques nationales. » Donc il faut en faire un problème. Le problème de l'altérité est idéologique aussi. Et l'un des grands enjeux que l'on sait, ça va jusqu'au Moyen-Orient sur la question israélienne, palestinienne. Attention! Si vous devenez des citoyens qui pouvaient influer sur les décisions politiques ici, c'est problématique là-bas. Donc il faut aussi créer le problème. Donc il faut la teneur idéologique, politique. Tous ceux qui parlent aujourd'hui de l'islam comme pouvant être l'ennemi ou l'autre en Europe ne sont pas que des ignorants. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une véritable politique, une idéologie ciblée, et donc il y a des journaux qui sont... Moi j'ai rencontré vraiment des journalistes qui savaient très bien de quoi on parlait. Ils savaient très très bien quels étaient les enjeux. Il y en a qui ont une très très bonne connaissance. Donc nous dire systématiquement l'islamophobie, ça vient de l'ignorance, c'est pas vrai. Il y a une islamophobie qui est un racisme aussi qui peut venir de l'État, qui peut venir d'idéologues, qui peut venir de positionnements politiques. Il faut aussi analyser. Il ne faut pas être naïf non plus de ce point de vue-là. Donc tout ça pour dire, en amont de ce qui a été dit, en tout cas plutôt qu'en amont, en parallèle, ce sont des éléments sur lesquels il faut que, en tout cas qu'on tienne... qu'on garde en mémoire dans notre analyse et qu'on essaye de considérer dans la création aussi de qui a envie, qui cherche à faire aujourd'hui que le citoyen de confession musulmane, même s'il est citoyen, continue à représenter l'altérité, l'autre. À un moment donné, récemment, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un film qui est en train d'être nominé pour je ne sais pas combien c'est Oscar aux États-Unis, c'est des Oscars aux États-Unis, et c'est sur la traque de Ben Laden. Et il paraît que c'est un... Alors, il y a eu une grande polémique aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le film en fait, reconnaît et normalise le fait qu'à un moment donné, pour obtenir des informations, on a torturé des gens. Bon, ça, on le savait. Je veux dire... bon. Mais le film intègre ça comme un des éléments naturels pour l'obtention d'informations qui vont amener à la capture de Ben Laden. Donc ça fait polémique. Bon. Ceci mis à part, à un moment donné, j'écoutais une émission et un des analystes américains dit « Mais le problème de ce film-là, c'est pas ça. Ça, c'est un problème. » Mais on sait aujourd'hui que l'administration américaine a légalisé la torture. On le sait. Légalisé au sens, ça se fait, on ne le dit pas, mais c'est légal et même ça a été autorisé par des autorités politiques. Mais il dit, tout le film, tous les acteurs qui sont liés à la présence musulmane sont perçus dans le film comme étant les autres. C'est-à-dire qu'il y a en filigrane de tout le film l'altérité du musulman. Le musulman, même quand il pourrait être gentil, c'est encore l'autre. C'est la gentillesse de l'autre.
jamais le nôtre, jamais un des nôtres, toujours à l'extérieur. Et là, vous vous apercevez, et Hollywood, je veux dire, c'est une formidable puissance médiatique, c'est-à-dire que un film peut faire passer en termes de perception et de confirmation de ces perceptions des choses que les médias réussissent pas toujours de la même façon. Et puis en plus, c'est effectivement parce que c'est le média, c'est le film, c'est l'expression artistique et l'expression du divertissement. Donc ici, on est dans quelque chose de tout à fait particulier et qu'il faut comprendre aussi qui a cet intérêt-là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'on se rend compte de tous ces éléments-là, qu'on a entendu toute cette analyse qui nous a été mise en évidence de comment on joue sur les clichés, comment on joue sur la peur, comment on induit les réponses et les questions, il faut qu'on se pose la question de se dire mais comment on peut faire par rapport à ça. Alors, c'est ça qui m'intéresse. En amont, il y a un certain nombre de positions intellectuelles et citoyennes qu'il faut avoir pour pouvoir réagir à ça. La première des choses, c'est exactement ce qui a été mis en évidence là, entre nos trois interventions, c'est de se dire mais comment ça fonctionne finalement ? Pourquoi est-ce qu'il faut se poser la question de comment ça fonctionne ? Parce que moi, ce que je vois souvent chez beaucoup de citoyens de confession musulmane, c'est d'accepter un rôle de victime sans devenir des analyses de ce qui se passe. Et en fait, de penser qu'on est les seuls à vivre ça. Mais ce n'est pas vrai. Les médias fonctionnent avec beaucoup de groupes, avec beaucoup de résistants, avec beaucoup de si vous voulez, de positionnements politiques. De la même façon, ce n'est pas qu'avec l'islam ce problème, c'est même aussi avec toutes les religions qu'il y a un problème. La France, en l'occurrence, le fait religieux en France est problématique. Donc, cette idée que c'est qu'avec les musulmans, elle est fausse. Mais avec l'islam, qu'il y ait quelque chose de particulier aujourd'hui, c'est vrai. Mais il faut analyser comment ça fonctionne. Et je pense aujourd'hui que nous sommes en déficit d'analyse un peu critique, de prise de distance en se disant, bon, on arrête de jouer les victimes ou d'accepter d'être des victimes, mais il faut analyser comment ça se passe. Cette analyse-là, elle n'est pas faite suffisamment, de façon assez froide, de façon assez critique, de façon assez cohérente. Je pense que ça, c'est un travail que nous avons à faire. La deuxième des choses que parfois nous avons à faire aussi, c'est de se rendre compte que les médias ou un certain nombre de journalistes ou dans la polémique, finalement, le serpent se mord la queue. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, les journaux ou certains idéologues dans les journaux ou certains courants de pensée créent la polémique et que c'est peut-être aussi à nous de savoir tirer profit de ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans cette ville. On a fait une polémique après 5 ans, il revient, le diable. OK. Au bout du compte, savoir tirer profit de la logique négative et de faire un mouvement de résistance à ça. C'est-à-dire qu'au bout du compte, vous êtes aussi nombreux, aussi parce qu'il y a eu de la polémique. Et qu'à partir d'un certain moment, quand les médias vont trop loin, il faut réussir à retourner la situation et essayer de tirer profit de cela. C'est-à-dire faire de... Oui, on le sait, il se peut que ça soit extrêmement apparemment négatif, mais que ça aide. Je ne cesse de dire et de répéter que l'un de mes meilleurs agents de communication a été Nicolas Sarkozy depuis 2003. Il a été extrêmement bon, très bon. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre dans son positionnement, et puis après pour les élections, juste avant les élections, de remettre une couche, ça ne l'a pas aidé. Mais je veux dire que cette attitude, il y a quelque chose qui peut être un cercle vicieux dans lequel entrent certains. Il faut aussi qu'on se pose la question, il faut faire deux choses. D'une part, de ne pas surestimer ce pouvoir. Il ne faut pas le surestimer, parce que surestimer le pouvoir, c'est accepter de lui donner plus de pouvoir qu'il en a, c'est-à-dire de se donner moins de pouvoir. Et à un moment donné, dans ces campagnes-là, de réussir à inverser la tendance d'utiliser ceci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe où on ne parle pas de l'islam de façon qui peut être négative. Il faut aussi se poser la question de savoir comment on peut faire pour surfer sur cette vague-là au sens positif du terme et en faire quelque chose qui soit un autre type de message, et j'en parlerai de ça dans ma conclusion. La troisième des choses qui me paraît aussi importante dans notre attitude par rapport à ça, c'est que là aussi, autant on fait des amalgames dans les médias, autant il faut qu'on fasse, nous, très très attention en tant que citoyens à ne pas mettre tout le monde dans le même sac au niveau des journaux et des journalistes.
D'abord, je crois qu'aujourd'hui, transversalement, moi j'ai pu discuter, j'ai pu voir, et dans l'analyse qu'on fait des journaux de gauche comme des journaux de droite, comme des journaux qui se veulent objectifs, eh bien, au bout du compte, il faut faire attention à ne pas... D'abord, on trouvera autant de malhonnêtes dans un camp que dans l'autre, et qu'à partir d'un certain moment, il faut faire une analyse qui soit aussi une analyse de personnes rencontrées. Il y a des journalistes aujourd'hui qui font bien leur travail. Si vous voulez, au niveau de l'éventail de tous les positionnements politiques, il faut aussi, au niveau local, faire ce travail de chercher le journaliste ou la journaliste qui fait ce travail, qui a envie de comprendre. Et je peux vous rendre sur mais partout à travers le monde et dans tous les milieux, vous avez des gens qui ne sont pas du tout dans ce délire-là et qui ont envie de faire un bon travail, qui ont une conscience, qui ont une déontologie. Et ça, c'est important parce qu'ils sont, eux, l'honneur de leur fonction. Autant qu'on parlait de gens qui défendent la liberté d'expression, mais la diabolisation de tous les médias, s'asseoir et puis dire de toute façon c'est les mêmes, ça c'est la défaite. Mais réussir aujourd'hui aussi à identifier des femmes et des hommes qui font un travail. Mais attention, un travail honnête, ce n'est pas un travail complaisant. C'est-à-dire il faut admettre qu'à des moments donnés, il y a des gens, moi je me suis retrouvé en face de journalistes, ils avaient les bonnes questions et c'est des questions qui gênent, c'est des questions qui ne sont pas simples, c'est des questions qui sont vraies. C'est-à-dire effectivement de regarder en face et un bon journaliste n'est jamais un journaliste complaisant et un bon journaliste n'est jamais un journaliste qui sera totalement dans la diabolisation. C'est connaître son sujet, poser les bonnes questions et les questions sensibles et les questions qui sont difficiles. Et ça, il faut l'admettre. Il faut aussi admettre en tant que citoyen qu'on puisse être questionné. Il faut non seulement l'admettre, il faut l'appeler de ses voeux. La chance de ce pays-là, ce sera qu'en France, on ait des journalistes qui soient pointus, qui soient stricts avec leur objet et qui posent les vraies questions. Pas des complaisants, pas des gens qui sont tellement sympas avec nous qu'on finit par se demander quand est-ce qu'ils vont se convertir. Parce que nous, on est champions pour ça. Dès qu'on en sent un qui est moins méchant, on dit « Ah, Inch'Allah ». Vous me suivez, c'est comme ça. On est dans l'émotif de l'intégration par la conversion, parce qu'on n'a pas envie de tomber dans l'assimilation de l'autre côté. Donc ça, ce n'est pas une attitude intellectuelle, ça, ce n'est pas une attitude juste dans ce domaine-là. Il faut être critique par rapport à ça et en tout cas la refuser. Encore une fois, l'autre chose qui me paraît aussi particulièrement importante, c'est-à-dire que vous pouvez en tant que citoyen regarder le monde média et puis le rejeter, mais à un moment donné, je veux dire, si on veut faire quelque chose dans cet univers-là sur la question de l'islam, il nous faut des journalistes. Mais pas des journalistes complaisants, ce n'est pas parce que vous êtes musulman qu'il faut parler bien de l'islam, mais c'est parce que vous devenez un journaliste que vous avez un autre regard sur cette histoire-là. Bien sûr que si vous êtes d'origine africaine, français maintenant, avec une citoyenneté française, quand vous êtes journaliste, vous allez voir l'Afrique différemment de quelqu'un qui n'a pas quitté Paris. Bien sûr. Donc le but, ce n'est pas de dire les louanges de l'Algérie parce que vous venez de là. Là, ça serait tout faux. Ce serait d'avoir un autre regard sur le monde et l'amener en tant que journaliste et de s'engager là-dedans. Il faut à un moment donné arrêter de vouloir être informaticien, médecin ou penser à un certain type de métiers qui sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, on a besoin de tout l'éventail des sciences humaines, de tout l'éventail du savoir et en même temps de pouvoir accéder à ces fonctions-là. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que partout en Occident, vous avez de plus en plus de femmes et d'hommes qui sont en train d'être les médiateurs, c'est-à-dire de transformer, de rapporter l'information. Et ça, c'est capital, parce que ça forme aussi des consciences, et que vous le voyez aujourd'hui de plus en plus, même quand vous regardez les journaux télévisés, de plus en plus, vous avez des gens sur le terrain qui ont des noms à consonance de là-bas. Mais ils sont d'ici, parce que là-bas, c'est ici. Parce que ces noms-là, c'est maintenant des noms français. Eh oui. Abdelrahman, Fatima, c'est français. Ça, c'est ce qu'il faut dire à Marine Le Pen. Bref, ça, ce sont des éléments qui sont importants. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut absolument pas minimiser aussi, parce que ça, c'est aussi dans notre compréhension, dans notre construction par rapport à l'islam des médias, pour sortir de la position victimaire, c'est aussi user de tous les autres moyens. Les formidables moyens des médias alternatifs, d'Internet, de tout ceci, et pas simplement regarder YouTube ou Dailymotion, les 3 minutes, mais être
acteurs et producteurs de l'information aussi, parce que ça aujourd'hui c'est des centaines de milliers de personnes à qui vis-à-vis aujourd'hui. Ce qui a été, il y a eu un sondage qui s'est fait aux États-Unis et en Angleterre sur les deux pays comparativement, et il mettait en évidence en fait que de plus en plus de citoyens avaient des doutes quant à la télévision et les informations, et ils allaient chercher de plus en plus leur information sur Internet. Donc on a aujourd'hui un clivage qui est en train de se faire. Et encore une fois, ne jamais idéaliser l'alternative, mais être présent. Et être présent, c'est aussi devenir un sujet sur la question de l'information. Alors, ça m'amène à ce qu'est ma deuxième partie et en même temps ma conclusion. C'est une fois que ça, c'est l'amont de cette réflexion quant à nos responsabilités, eh bien, nos responsabilités concrètes. Et ça, nos responsabilités concrètes, c'est la responsabilité de la citoyenne et du citoyen, de quelque confession qu'il soit ou sans confession, mais en particulier, pour ce qui concerne la question de l'islam, ça renvoie à des femmes et des hommes qui peuvent être de cette référence-là ou qui peuvent en tout cas, ou qui veulent en tout cas essayer de transformer ou de changer l'opinion ou la perception que les gens peuvent en avoir. Vous avez un courant aujourd'hui qui vous dit « on parle trop de l'islam, l'islam est trop visible, bouclez-la, disparaissez ». Disparaissez, ça veut dire il ne faut pas qu'on vous voie. Il ne faut pas qu'on voie votre couleur, il ne faut pas qu'on voie vos noms, il ne faut pas qu'on voie... Disparaissez. Et ce discours-là, il a aujourd'hui, alors après vous pouvez être assis ce soir et sourire de ça, mais ce discours-là, il a un impact. Ce discours-là, il touche certains, pourquoi? Parce que la pression est telle qu'on perd confiance en soi, et quand on perd confiance en soi, on a envie de moins apparaître, moins de visibilité. Et aujourd'hui, ce pari historique sur l'invisibilité est un pari perdu. Ça n'arrivera jamais. Vous ne pourrez pas faire disparaître votre couleur, vous ne pourrez pas, avant des générations, faire disparaître vos noms, et il ne le faut pas. La question aujourd'hui sur la façon dont on vous dit et on entretient la peur, c'est d'être de plus en plus présent et de plus en plus prendre la parole. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une visibilité qui prend la parole, qui devient non pas simplement visible en tant qu'objet, mais parole en tant que sujet. C'est ça qui doit changer. C'est-à-dire, aujourd'hui, de s'investir et de prendre la parole. De prendre la parole dans l'immédiat, de prendre la parole sur les réseaux alternatifs, d'être présent, de prendre ce sujet qui est nous et de dire, voilà, nous sommes. Et c'est aussi important, parce que ça a été mis en évidence, quand on est tout le temps en train de vous dire, vous êtes l'altérité, à un moment donné, il faut que vous expliquiez d'où vous parlez. Et vous parlez de ce pays qui est votre pays, qui est la France, c'est-à-dire que vous vous placez dans le nous qui constitue le nous national. Jamais dans cette alternance. Ça, c'est particulièrement important. Mais comment est-ce qu'on le fait? C'est pas en le répétant. C'est pas en répétant « je suis français ». À un moment donné, il dit « tu es tellement en train de le répéter, je commence à avoir des doutes ». C'est pas ça. C'est pas simplement d'où on parle en disant qu'on est français, mais si d'où on parle, on ne parle que de l'islam en tant que français musulman, eh bien vous êtes dans l'altérité. C'est là où c'est le plus important, c'est qu'aujourd'hui il faut apparaître dans l'immédiat en parlant d'autre chose que de l'islam. Comprenez? À partir du moment où vous parlez des questions nationales, en tant que sujet national, eh bien vous n'êtes pas en train de confirmer, c'est-à-dire ces gens qui sont français, ils ne sont visibles que quand on parle d'eux. Eux, c'est les autres, les musulmans. On parle de l'islam, ils sont là. Donc aujourd'hui, il faut une présence dans les médias qui soit une présence qui parle du fait national et qui pose des questions sur les choix de société aussi, sur des questions économiques, sur des questions sociales, sur des questions éducatives. Vous devenez nous quand vous parlez de nous, de ce qui nous concerne nous, pas simplement de ce qui vous concerne vous en disant nous. Parce que si vous dites vous, chaque fois que vous parlez de vous, ou que vous disiez nous quand vous parlez que de vous, c'est vous. Et c'est pire encore, c'est très dangereux parce que vous voulez nous coloniser nous. Raison pour laquelle vous dites nous. Vous voyez cette attitude-là? Ça, c'est dans la psychologie. Vous ne le voyez pas dans le discours, mais c'est là tout le temps.
Donc à partir d'un certain moment, il faut se considérer dans les sujets que l'on aborde comme un nous, pas simplement en disant nous comme sujet et on parle que de l'islam. Ça, c'est une première attitude où, malheureusement, je vais vous donner un exemple. Il y a un journaliste, il m'appelle pour participer à une émission de télévision et il me dit, il n'y a aucun sujet sur l'islam. Aucun sujet sur l'islam. Ça t'intéresse? Je dis oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je n'ai pas envie que de parler que de ça. Parce qu'aujourd'hui, intellectuel musulman, c'est dès qu'il y a un problème sur l'islam, viens, parle. Et on a parlé il n'y avait pas un sujet sur l'islam. Le lendemain, sur mon site, des messages. Mais qu'est-ce que tu es allé faire dans cette émission? Pourquoi tu es allé parler? De quoi tu parles? Du style, si toi, en tant que musulman, tu parles d'autre chose que l'islam, en fait, tu es en train de te faire coloniser. Et ça, c'est la mentalité des musulmans aujourd'hui, de certains musulmans. Dès qu'ils voient un des leurs parler d'autre chose que de nous, tu es un des leurs. Un traître. Ou alors tu n'es pas net. Ça aussi, on est des champions de la paranoïa. Mais comprenez bien que tout ça, c'est induit par ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'on a intégré une espèce de rapport à nous et à notre société qui fait de nous les autres, et on ne parle que de nous à l'extérieur du champ de référence commun. Et ça ne peut pas marcher. Donc à partir d'un certain moment, on induit chez le journaliste une attitude vis-à-vis de nous qu'on est en train de lui reprocher en même temps. Et là, c'est un vrai problème. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont accepté ce type d'attitude. La deuxième des choses que je voulais dire, qui est d'une énorme responsabilité, parce qu'on a vu, je veux dire, aujourd'hui, il y a un certain nombre de mots qui sont connotés. Alors il y a certains, ils disent, tu prends la parole, tu dis pas charia. Tu prends la parole, tu dis pas djihad. Tu prends la parole, tu dis islamisme, mais islamiste, fais attention. Et aujourd'hui, à partir d'un certain moment, là aussi, c'est important. C'est qu'il ne faut pas laisser à des gens qui n'ont peut-être même pas fait d'études sur la question ou qui ne connaissent pas le choix des définitions des mots. Je veux dire, même le mot salafi aujourd'hui. Je veux dire, mais 80% des journalistes qui utilisent ce mot, ils ne savent même pas ni son origine, ni son... Parce qu'il y a l'origine d'un mot, il y a sa référence normative, c'est-à-dire académique, ce qu'il dit dans les sciences, et puis l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, et l'évolution historique. Au minimum, vous devez savoir ça. Les salafis du 19e siècle sont des réformistes qui veulent libérer la conscience arabe de sa pensée rétrograde. Il s'appelait en arabe « Nahda », c'est-à-dire la Renaissance. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et là, vous avez des gens qui ont étudié, qui sont allés sur Wikipédia, et qui vous viennent et qui disent « Oui, mais salafi, là, vous avez dit, vous, dans les... » Vous dites « Mais attendez, je fais une catégorisation normative du terme. » Parce que pour nous, c'est très important. Si des gens, aujourd'hui, des courants de pensée, utilisent le terme et veulent se l'accaparer en disant « nous sommes les seuls salafis » et que ce sont des littéralistes, c'est très dangereux pour la conscience musulmane contemporaine, parce qu'ils prennent les mots et ils leur donnent une définition. Donc on est tiraillé entre des musulmans qui s'accaparent des mots et des médias qui les utilisent sans aucune connaissance. À partir d'un certain moment, c'est à nous aussi de faire un travail sur le glossaire, sur la terminologie, sur les définitions. Non, je ne vous laisserai pas dire que le djihad, c'est la guerre sainte, parce que ça n'est pas la guerre sainte, parce qu'il n'y a pas de mots qui disent cette guerre sainte dans la tradition musulmane. Vous êtes en train de faire une colonisation de termes, la guerre sainte de la croisade chrétienne que vous dites être aujourd'hui, mais non, ce qui fut le passé dans la tradition chrétienne de la guerre sainte, c'est une chose. Ce qui est aujourd'hui le mot djihad n'a rien à voir avec ça, mais il faut qu'on s'accapare cette définition. Le problème, c'est que beaucoup des citoyens français de confession musulmane, eux-mêmes, ils ne savent pas répondre à ça. Alors ils disent, vous dites n'importe quoi. Et quand un journaliste leur dit, alors dites-moi ce que je dois dire. Eh bien, attendez, je reviens avec un livre. Ça ne peut pas être. Cette attitude, le sujet de son histoire donne des définitions de termes, parce que la terminologie, c'est du pouvoir, le verbe, c'est du pouvoir. Et donc, dans les médias aujourd'hui, on a une inflation de terminologie, on ne sait plus de quoi on parle. Intégriste, on ne sait pas de quoi on parle.
Islamiste, on ne sait pas de quoi on parle. Avant, on qualifiait des musulmans, le musulman modéré, le musulman gentil, le musulman moins gentil, le musulman extrémiste. Maintenant, islamiste, je veux dire, au Mali, maintenant, ce sont des islamistes. Et ceux qui sont au pouvoir en Tunisie, ce sont des islamistes. Et ceux qui sont au pouvoir en Égypte, ce sont des islamistes. Quelle est la différence entre tous ces islamistes? Ils sont tous dangereux, concrètement, potentiellement. Le terme a pris, raison pour laquelle vous avez des sociologues ou des politologues comme François Burgat qui disent qu'il faut arrêter d'utiliser ce terme, il est problématique. Peut-être qu'il faut qu'on se pose la question. Donc là aussi, dans la terminologie, on a un vrai travail à faire. Est-ce que vous le faites vous-même? Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas, je suis désolé, on ne peut pas s'asseoir et critiquer les journalistes et critiquer les médias si nous, citoyens ordinaires, on ne fait pas un travail de réappropriation de la langue, de réappropriation de la définition. Et ça, c'est donné à tout le monde ici dans cette salle. Ça ne doit pas être fait par les intellectuels qui prennent la parole. Plus on sera à donner des définitions aux mots qui soient des définitions qui soient endogènes, plus la parole va devenir forte. C'est aussi une question de nombre ici et une question de définition. Je termine en disant deux choses encore. La première, c'est que parfois on vous pose des questions et comme il a été dit, ce sont des questions induites, c'est des questions qui vous poussent, qui sont des questions pièges en fait. En communication élémentaire, ce sont des questions pièges. À des moments donnés, il faut refuser de répondre à certaines questions. Il faut questionner les questions. Il faut questionner pourquoi vous me posez cette question. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette question? À des moments donnés, il y a des questions auxquelles il ne faut pas répondre. Et encore une fois, quand quelqu'un vous dit « Est-ce que vous êtes d'abord ci ou d'abord ça ?» il y a quelque chose là derrière. S'il vous dit vous êtes d'abord ci ou d'abord ça, c'est que vous êtes l'autre, vous n'êtes pas un des nôtres. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'abord avec moi ou vous êtes quelque chose d'autre? Et il y a beaucoup de musulmans, alors parce qu'ils sont touchés dans leur fierté, ils répondent avec fierté. Il y en a qui ont des réponses émotives, pas du tout des réponses ou qui comprennent la question. Répondre à une question, c'est d'abord comprendre la question. Et il y a certaines questions, quand vous les avez comprises, il faut les refuser. Elles sont minées, elles sont idéologiquement orientées. Et donc aussi, il faut avoir cette capacité-là. Il y a des débats aujourd'hui qu'on crée médiatiquement dans lesquels il ne faut pas tomber, il ne faut pas entrer, il faut dire « ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème ». Vous êtes en train de créer un problème qui n'existe pas. Il faut faire des choix, il faut être sélectif. Ce n'est pas toujours facile parce que des fois on est embarqué. Moi-même, à des moments donnés, dans ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis allé faire là-dedans? J'aurais pas dû. C'était un piège, en fait. La question elle-même, c'était un piège. Et donc, je crois qu'il faut refuser ça. Il faut questionner certaines de ces questions. Il y a une autre chose qui a été dite aussi dans le débat ce soir et qu'il faut qu'on rappelle, c'est que il faut oser l'autocritique. Il faut oser l'autocritique. Et l'autocritique, c'est arrêter avec ce mythe de la communauté musulmane où il faut qu'on fasse front parce qu'on a un ennemi et on lave pas son linge sale en public. Non, il faut oser aujourd'hui dire et affirmer avec force qu'il y a parmi les musulmans une diversité de courants de pensée, qu'il y a des gens qui pratiquent et qu'il y a des gens qui ne pratiquent pas, qu'il y en a qui pratiquent de ça. Il faut admettre, même parmi les pratiquants, qu'il y a différentes façons de pratiquer. Il faut que nous ayons suffisamment confiance en des principes pour accepter la diversité de leur compréhension. Et ça, c'est un des éléments qui est très problématique chez beaucoup de citoyens, c'est-à-dire que comme ils sont sur la défensive, ils idéalisent une communauté qui n'existe pas. En fait, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que les choses sont. Et quand vous êtes aujourd'hui entre vous, vous savez bien, il y en a qui sont... il y a des divisions culturelles, il y a des séparations d'interprétation. Aujourd'hui, il faut oser dire à un moment donné. Il faut oser dire à des moments donnés, mais ça, je condamne, moi, ça. Ça, je condamne. Ce qui est fait là, au nom de ma religion, je ne suis pas d'accord. Il faut oser le dire. Pas pour faire plaisir, mais dans la cohérence. Dans la cohérence, et il faut le dire avant, il ne faut pas le dire, et il faut le dire avec une liberté de pensée. Il faut aujourd'hui oser prendre des positions claires par rapport à ce que certains musulmans font. Il faut oser, il ne faut pas avoir cette peur. Je veux dire qu'aujourd'hui, on veut faire plaisir à l'Occident, puis on ne veut pas se griller avec les musulmans. Donc on ne dit rien. On dit la parole qui fait plaisir,
puis on dit rien à l'intérieur. Je suis désolé, aujourd'hui la conscience musulmane, elle a besoin d'être réveillée, même par l'intervention des médias. À des moments donnés, il faut oser dire qu'il y a des choses qui sont faites au nom de l'islam qui sont absolument inacceptables. Et pas simplement au Nord Mali parce que c'est facile, ou contre Ben Laden où c'est facile. Moi, je suis désolé, pas simplement. Il y a des attitudes que l'on a aujourd'hui qu'il faut questionner dans les pays d'origine, en France aujourd'hui, des attitudes qui ne sont pas normales. Il faut faire cette critique-là, mais pas pour faire plaisir. Mais pourquoi? En se considérant comme sujet, pour nous faire du bien à nous, pour nous réformer nous, parce que c'est le miroir dans lequel on se renvoie et c'est notre propre image. Donc je crois que de ce point de vue, il faut aussi oser ça. Dernier élément de tout ceci, déplacer les questions. Comme il a été dit, à des moments donnés, on vous parle de certains sujets, il faut déplacer les questions. Aujourd'hui, vous remarquerez, je ne cesse de le répéter, dans les médias, aujourd'hui, l'islam est perçu comme un problème et chaque fois qu'on vient, on vient vous parler et on vous interpelle comme un problème. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on apparaisse dans les médias avec d'autres questions, des questions de sens, par exemple. Des questions sur le sens des choses, les finalités, la spiritualité, ce qui détermine, des vraies questions sur lesquelles on a un apport, une contribution, sur les arts, sur le divertissement, sur la nourriture, sur la consommation. Il faut que nous soyons capables, en tant que citoyens, d'apporter dans les médias ou dans le domaine des médias d'autres questions que les questions qu'on nous pose. On nous vient avec des questions problèmes, on apporte des visions alternatives de contribution, mais qui sont importantes, les questions du sens, les questions de la solidarité, les questions qui sont liées à des questions de sens très profondément. Ça aussi, parce que plus vous parlez du sens, moins vous êtes dans l'altérité. Moins vous êtes dans l'altérité, plus vous parlez du sens que les gens, je veux dire, de l'humanisme, de la question, même de la raison et de la foi, de la question de la finalité des choses, de la consommation. Plus vous parlez de choses qui vous touchent très profondément, plus vous allez voir que vos concitoyens ont ces mêmes questions fondamentales. Et là, vous venez dans la liste des préoccupations. Parce que les préoccupations par rapport au chômage, par rapport à la vie, par rapport à la dignité humaine, sont des questions qui nous touchent, par rapport à la vieillesse, tout ça sont des questions qui nous touchent. Et donc à partir d'un certain moment, déplacer le centre de gravité de ces médias qui font de nous un problème, à nous des sujets de médias qui apportent d'autres questionnements sur les finalités. Sur ça aussi, c'est important. Et là, on va se trouver en face des problèmes de tout le monde. Les chrétiens, les partis politiques, ils ont tous des problèmes avec les médias, parce que les médias, ils s'occupent souvent par la nécessité du fait de là où il y a des problèmes. Et c'est là où il faut qu'on apporte d'autres réflexions, qu'on trouve les moyens de rendre ceci intéressant, de rendre ceci positif. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, et ce sera ma conclusion. Tout ce que vous avez entendu sur les sondages, c'est pas vrai. La France, c'est pas ça. C'est là que c'est le plus important. Bien sûr qu'il y a des peurs, bien sûr qu'il y a des perceptions négatives, mais ce n'est pas vrai. Et ce pourquoi les médias, numéro après numéro, ils entretiennent ça, c'est parce que certains idéologiquement sont en train de se rendre compte du contraire en fait. Que la normalisation de cette présence, elle est en route, que ça marche en fait. Tous ceux qui chaque jour sont en train de dire l'intégration échoue, ceux-là sont en train d'essayer de créer un échec. Mais la réalité du terrain, elle n'est pas celle-là. Vos concitoyens, ils ne sont pas dans cette logique-là. Et c'est là où c'est le plus important, c'est là où il faut avoir un regard beaucoup plus positif sur les choses. Vous savez, cette idée du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, le verre est à moitié plein. Il y a du travail à faire, mais le verre, il est à moitié plein. Sur les 50 dernières années, il y a des évolutions qui sont extrêmement importantes. Et ce que l'on voit sur le terrain aujourd'hui, au-delà de ce que font les médias, de cette peur qu'elle entretient, c'est qu'il est tout à fait possible, qu'il y a une conscience française qui se rend compte que c'est possible. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler en ne surestimant pas les médias, mais sans les sous-estimer. En étant des sujets qui prenaient la parole sans être des objets qui disparaissaient du champ public. De choisir les sujets qui sont les nôtres et de ne pas laisser les médias choisir pour nous de quoi on parle. C'est aussi à nous de poser un certain nombre de questions fondamentales. Ça, c'est là où on devient des acteurs de la société et qu'on peut répondre à cela. Mais encore une fois, je sais que les perceptions aujourd'hui sont que c'est vraiment négatif. Mais ce que je peux voir, c'est que les courants historiques sont beaucoup plus
beaucoup plus positif et constructif que ce qu'on le laisse entendre. Et là-dessus, c'est avec ça qu'il faut construire maintenant et pour l'avenir. Merci. 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 La vente de livres qu'on va venir dédicacer là dans un instant. En vous remerciant tous, en remerciant Farouk à la technique de Pastel FM, les auditeurs, les auditrices. Et on se donne rendez-vous au mois de mars pour une présentation d'un livre autour du Qatar, préfacé par Pascal Boniface, écrit par Nabil Nasri, qui sera présenté fin mars. On vous tient au courant. Merci, au revoir.